Isarta est le site d'emploi numéro 1 au Québec en communication et marketing. Propulsez votre carrière et trouvez l'emploi idéal en vente, numérique, marketing, communication et bien plus encore. Isarta.com. Trouvez, sélectionnez et postulez facilement. Donc, bonjour à tout le monde. Merci de prendre part à cette petite conférence. Donc aujourd'hui, on va parler effectivement de comment mieux analyser les données issues de Kubernetes 4. Vous allez voir que c'est une mise en bouche en fait, puisque on va proposer une formation chez Isarta qui va justement attaquer ce sujet-là en détail, parce que c'est un vaste sujet. Pour être honnête avec vous, c'est pas quelque chose qu'on pourra traiter en 20-30 minutes, 45 minutes comme aujourd'hui. Mais je vais vous donner quelques pistes aujourd'hui pour vous indiquer quelles sont les solutions qui se proposent, au moins qui se présentent par rapport à ça. Donc bon, Isabelle m'a présenté. Merci Isabelle. Donc je suis effectivement consultant certifié Google Analytics. J'ai plus de 10 ans d'expérience en SEO, SEA, Web Analytics. Je suis formateur GA4 depuis en fait le lancement de GA4 en octobre 2020. J'ai donné beaucoup de formations chez Isarta, notamment de formations concernant Google Analytics. Et puis je suis propriétaire d'un petit chien, comme vous pouvez le voir, qui est très mignon, qui est ici. Voilà. Vous pouvez me joindre à ce courriel-là, mais vous pouvez me suivre aussi sur LinkedIn et j'ai un blog aussi que vous pouvez consulter. Bref, concernant les formations qu'on propose, donc il y en a chez Isarta, il y a 3 types. Il y en a un type qui concerne Google Analytics 4. On a une formation introduction base, intermédiaire avancée. Donc introduction, c'est vraiment pour commencer et s'assurer qu'on commence bien avec Google Analytics 4. Et intermédiaire avancé, on voit des choses un petit peu plus avancées comme son nom l'indique. Et comme je vous l'ai dit, il y aura une nouvelle formation aussi qui va s'adresser à la question de l'analyse des données, puisque c'est bien beau de commencer à utiliser l'outil, mais encore une fois, pour en tirer les données dont on a besoin réellement, c'est une autre affaire. Et l'outil, malheureusement, est pas nécessairement super simple pour ça. On a aussi des formations Google Tag Manager chez Isarta. Si ça vous intéresse, ça peut être une solution intéressante aussi pour mettre en place des balises pour Google Analytics notamment, mais pas simplement. Et puis enfin, on a une formation concernant Looker Studio. Cette formation-là, par contre, est sur demande seulement. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Donc, je vous propose de faire un petit sondage rapide concernant. On vous a préparé quelques questions. Isabelle va s'en charger. Isabelle, je peux peut-être lire les questions. Oui, alors je vais ouvrir le sondage. Allons-y. Ouais. Oui, donc la première question, oui. c'est: avez-vous des difficultés à exploiter les données issues de Google Analytics 4? Oui ou non? Isabelle, tu avais quelques indications sur le sondage? Oui, tout à fait. Ah ben, merci de me le rappeler. Donc, effectivement, c'est important pour répondre au sondage, il faut cliquer dans le bouton bleu voter et non dans le chat. Comme ça, on va pouvoir bien voir en fin de compte les résultats directement en pourcentage. Merci. Donc, on vous laisse quelques instants. Encore peut-être oui, 5 je vois qu'il y a, oui, ça répond encore pas mal. Donc, on va attendre, encore 5 secondes. Bon, cette question-là est très générale. Je supposerais que si vous êtes présent aujourd'hui, c'est présent et présente aujourd'hui, c'est que vous avez des difficultés, a priori. Donc, okay. je m'attends. Parfait. Bon. Je publie. Excellent. Merci Isabelle. On peut passer à la question 2 peut-être. Donc, il est clair que la plupart des personnes ici présentes ont besoin de savoir un petit peu mieux aller chercher ces données-là. Alors, la deuxième question. Donc, comment est-ce que vous conduisez vos analyses dans GA4? La première option qu'on verra ensemble, c'est les rapports standards qui sont présents dans la section rapports de GA4. Ensuite, il y a les explorations. C'est une sorte de rapport qui est présente dans l'outil. Puis, on a aussi des solutions tierces comme Looker Studio. Et il y en a même d'autres comme BigQuery, etc., etc. Donc, on vous laisse répondre à cette question-là. Donc, en même temps, je réponds à Julie si, en fin de compte, la conférence va être disponible. Alors oui, elle sera disponible, elle sera envoyée, mais pas immédiatement parce que nous, on souhaite vraiment que la conférence Midi Express soit vraiment un échange et que ce soit interactif. Donc oui, vous l'aurez dans quelques semaines, Julie, et puis bien évidemment tous les participants. Alors, je vais publier les résultats.
Parfait. Donc, ça conforte mes hypothèses. Isabelle, on peut passer à la troisième et dernière question. Je crois que c'est la dernière, il me semble. Oui, exact. Donc, dernière question. Est-ce que vous avez personnalisé votre implémentation de Google Analytics 4? Donc, c'est une question assez vaste, hein, mais quand je parle de personnalisation, c'est des événements personnalisés, principalement, j'ai envie de dire. Puis, il y a aussi du groupement de contenu, canaux personnalisés, ou ce genre de choses. Donc, à partir du moment où vous en avez fait un petit peu, vous pouvez répondre oui. Donc, on vous laisse quelques instants pour répondre à cette question aussi. Alors, je laisse un peu de temps parce que je vois que c'est très égalitaire. Donc, ok, ça y est, ça change un peu. J'attends encore 5 secondes. Voilà, merci. Parfait. Donc, parfait. Donc, si je récapitule ici, la majorité des gens ici n'ont pas nécessairement personnalisé l'outil, à savoir qu'il est quand même récemment en place pour beaucoup de monde, donc ça me surprend pas totalement. Parfait. Isabelle, on peut reprendre, donc. Parfait, merci beaucoup. Donc, continuons. Alors, la question clé de la conférence d'aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que c'est difficile d'analyser les données de GA4? Et puis après, on va regarder quelles sont les options, quels sont les outils qui sont à disposition dans l'outil. Donc, bon, vous allez voir qu'il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs éléments qui expliquent le fait que GA4 ne soit pas une solution nécessairement simple à utiliser pour de l'analyse, ce qui est quand même assez surprenant parce que l'outil est fait pour ça, n'est-ce pas? C'est quand même un petit peu bizarre, mais malheureusement, c'est une question d'expérience utilisateur, c'est une question d'interface, de UI, c'est une question aussi de paramétrage. Vous allez voir que Google s'attend à ce qu'on fasse certaines choses dans l'interface, et ce qui fait que si on le fait pas, ça rend les choses un petit peu plus difficiles. Et puis, soyons francs, c'est le fait que Google est peut-être pas super transparent sur les nécessités en termes de paramétrage, etc. La documentation de Google Analytics commence à être un petit peu plus complète de nos jours, mais elle est peut-être assez vaste, etc. Donc voilà, c'est assez compliqué de naviguer à travers. Donc il y a plusieurs enjeux. Le premier élément, c'est que les données disponibles dans GA4 ne sont pas exactement les mêmes que dans Universal Analytics, et on a aussi nos repères qui sont encore basés pour la plupart d'entre nous sur Universal Analytics. C'est ce que je mentionne comme UA ici dans la diapositive. Universal Analytics, c'est la version précédente de Google Analytics. Donc pour les personnes qui utilisaient Universal Analytics par le passé, on a des repères, on a des habitudes qui sont encore ancrées dans l'ancienne version, ce qui peut nous ralentir et nous poser problème dans la nouvelle version parce que la nouvelle version est quand même différente dans l'esprit. Notamment, je mentionne ici la modélisation des données. Le modèle de données qui est derrière GA4 est différent de celui du Universal Analytics. Il est centré sur les événements, ce qui fait que la donnée dans GA4 est très axée sur les événements. Dans Universal Analytics, on avait des données qui étaient très centrées sur les sessions, les visites. Donc, on centrait nos analyses davantage sur les visites. Alors, ça ne veut pas dire que dans GA4, on ne peut plus faire des analyses, les analyses qu'on faisait dans Universal Analytics, par exemple, le nombre de sessions, la qualité des sessions, etc. Il y a encore des métriques et des informations par rapport à ça, mais c'est pas nécessairement le cœur de ce que l'outil nous propose. Bon, le deuxième élément, ça c'est la chose que j'ai remarqué le plus quand j'ai utilisé GA4 pour la première fois, c'est le fait qu'il y a beaucoup moins de rapports. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais dans Universal Analytics, il y avait un rapport pour absolument toutes les données quasiment disponibles. C'était assez fou d'ailleurs, c'était un vrai dédale, on se perdait dans l'interface, il y avait énormément de rapports. Google a vraiment voulu simplifier ça dans la version 4, et Google s'attend à ce qu'on personnalise en fait. On peut personnaliser ce que Google appelle les collections. Les collections en fait c'est des groupements de thèmes, et dans les thèmes il y a des rapports. Et les rapports en question, on peut en créer nous-mêmes dans les rapports standards, et on peut utiliser ceux que Google nous propose aussi. Donc ce fonctionnement est quand même très différent de ce qu'il y avait dans Universal Analytics. Dans Universal Analytics, on avait une liste de rapports par défaut. Et on utilisait ces rapports-là, et puis on pouvait aussi créer des rapports personnalisés. Mais l'idée derrière ce que je viens de vous expliquer est quand même très différente de ce qu'on avait dans Universal Analytics. Donc, le dernier point que je mentionne ici dans cette diapositive, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, c'est que les données liées aux événements sont absolument très importantes dans la version 4. Et malheureusement, c'est pas simple d'y accéder dans les rapports standards. Je vous montrerai, si on a le temps, des exemples.
Voilà. Continuons. Bon, donc le sondage aujourd'hui l'a confirmé. La plupart d'entre vous avaient répondu. Bon, c'était pas une majorité écrasante, mais c'était une majorité. La plupart d'entre vous utilisaient surtout des rapports standards. Les rapports standards, c'est ce qui se retrouve dans la section rapport. Et c'est ce que je constate quand je donne des formations. La plupart des gens utilisent les rapports standards, ce qui est plus ou moins normal puisque c'est les rapports qui sont disponibles par défaut. Donc, on va généralement aller vers ces rapports-là. Là où c'est un petit peu dommageable, c'est que la plupart des utilisateurs, et je le constate parce que quand je donne mes formations concernant Google Analytics, il y a des moments, ce que j'appelle des moments alléluia, c'est-à-dire que quand je montre aux gens comment accéder à des informations, comment modifier les rapports par défaut, ce standard, il y a des gens qui sont très surpris parce que c'est vraiment pas si compliqué finalement, mais c'est juste que l'interface ne laisse pas nécessairement penser qu'il y a ces options-là dans l'outil. Donc, je pense que la majorité des utilisateurs ne savent pas qu'ils ont ces possibilités de changer, par exemple, les dimensions primaires. Les dimensions primaires, c'est quel est le type de données utilisé par défaut dans le rapport, les dimensions, finalement, ce qu'on appelle les dimensions. Et là, je pense qu'encore moins de gens savent qu'ils peuvent personnaliser les rapports, c'est-à-dire changer les dimensions, changer les métriques, appliquer des filtres, etc., etc. On verra si on a le temps de regarder ça dans l'interface. Donc, il y a aussi, comme je vous l'ai dit, du paramétrage qui est important à faire, surtout quand on se lance dans de l'implémentation personnalisée, ce qu'on mentionnait tout à l'heure dans le sondage. Lorsqu'on en fait, pour accéder aux données personnalisées, bon, déjà, il faut envoyer des événements personnalisés, donc il faut utiliser Google Tag Manager ou du développement. Et puis aussi, il faut faire du paramétrage, comme par exemple créer ce qu'on appelle des dimensions personnalisées. Les dimensions personnalisées, c'est ce qui nous permet d'accéder à des paramètres personnalisés. Les paramètres, c'est des informations qui sont transmises avec des événements. Donc, c'est des détails qui vont avec les événements. Et pour accéder à ces informations-là, il nous faut créer des dimensions personnalisées dans l'interface de GA4 pour y accéder. Et c'est pas rétroactif. Donc, c'est ce genre de petit paramétrage, vous voyez, qui est absolument essentiel de faire le plus vite possible. Autrement, on n'est pas capable d'exploiter cette donnée. Alors que GA4 reçoit cette donnée. Donc, c'est pour vous expliquer que il y a ce genre de détails. Donc, c'est ce que je vous mentionne ici. C'est particulièrement frustrant déjà de ne pas pouvoir accéder à cette information si on n'a pas créé les dimensions personnalisées. Et puis aussi, ça, c'est quelque chose que je constate vraiment dans GA4, c'est que je trouve que pour exploiter les données en détail, tout particulièrement des événements, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple, ce que je trouve très bizarre parce que, comme je vous l'ai dit, l'outil est très centré sur les événements. Je vous donne un exemple. Il y a un événement qui est automatiquement collecté dans GA4 qui s'appelle File Download. File Download, c'est quand les gens téléchargent un fichier. Si je veux analyser quel fichier a été téléchargé, sur quelle page, quel est le lien qui a été cliqué pour le télécharger, toutes ces informations sont collectées automatiquement par GA4. Mais comment je fais cette analyse-là? Dans les rapports standards, vous n'arriverez pas à accéder à cette information-là. Il va falloir créer une exploration pour ça. Donc, c'est pour vous montrer que, et créer une exploration, c'est pas nécessairement simple, c'est quelque chose qu'on regarde dans les formations qu'on propose chez Isarta, mais c'est pas une chose simple. Donc, ça, je trouve ça vraiment bizarre, que probablement que GA4 va évoluer dans les années à venir, dans les mois à venir, pour rendre ça plus simple, mais pour l'instant, l'outil est pas simple pour faire ce genre d'analyse, qui est absolument crucial, puisque ça nous permet vraiment de creuser dans la donnée. Voilà. Alors, quelles sont les options? Je vous ai présenter le problème. On va regarder maintenant quelles sont les options. Et c'est la nouvelle formation qu'on va proposer donc pour l'analyse de données va vraiment aller dans le détail par rapport à ces options-là. Donc l'option 1, c'est d'utiliser les rapports standards. Les fameux rapports standards, ce que vous faites la plupart d'entre vous. Sauf que, comme je vous l'ai dit, les rapports standards, il y a plusieurs options. De une, on peut choisir les dimensions qu'on veut utiliser dans le rapport. Je vous donne un exemple. Quand vous allez dans la section rapport, que vous allez dans la collection qui s'appelle acquisition, et ensuite dans la collection acquisition, vous avez une collection qui s'appelle alors j'ai peut-être fait une erreur sur le nom de la collection, je me rappelle plus exactement, je crois que c'est acquisition. Bref, c'est la première collection normalement dans l'interface, et que vous allez donc c'est le thème, je crois que ça s'appelle acquisition. J'ai pas Google Analytics devant les yeux, c'est pour ça que et vous avez un rapport qui s'appelle acquisition de trafic. Et dans ce rapport-là, par défaut, la dimension qui est utilisée, c'est les canaux par défaut des sessions. Cette dimension-là vous permet d'accéder à l'information de d'où vient le trafic, basé sur ce qu'on appelle les canaux.
Les canaux, c'est des regroupements de sources de trafic que Google Analytics fait automatiquement. Si vous voulez avoir l'information de la source, vous avez juste à cliquer en fait sur le nom de la dimension qui est affichée par défaut, c'est le canal par défaut, et choisir source de la session. Et vous aurez accès à la dimension source de la session, qui est une dimension qui vous permet d'avoir plus de détails sur d'où venaient les visites. Ça va être Google, Facebook, etc., etc. Donc vous voyez, ça c'est un premier niveau de personnalisation. Le deuxième niveau de personnalisation, c'est en haut à droite de vos rapports, quand vous avez la permission, quand vous avez les permissions suffisantes dans votre propriété GA4, il y a un petit crayon qui s'affiche. Et ce petit crayon, si vous cliquez dessus, vous pouvez personnaliser le rapport. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut changer, retirer, modifier les dimensions, les métriques qui sont dans le rapport. On peut appliquer des filtres. Et on peut même potentiellement changer les éléments de visualisation, puisqu'il y a des graphiques, etc., etc. Donc on peut vraiment personnaliser ces rapports-là, et le faire, ça aide énormément à l'analyse. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'accéder à l'information dont vous avez besoin vous, et peut-être même de retirer du bruit, c'est-à-dire de retirer des informations dont vous n'avez pas nécessairement besoin. Parce que par défaut, Google Analytics nous lise plein de petites choses, des fois on n'en a pas besoin. Voilà. Et le dernier exemple est assez intéressant par rapport à ça, justement, c'est les collections et les collections dont je vous parlais. Pour changer les collections, donc les collections, comme je vous l'ai dit, c'est les regroupements de rapports à gauche dans votre interface, dans la section rapports. Quand vous cliquez en bas à gauche sur bibliothèque, vous avez la possibilité de personnaliser vos collections. Donc vous pouvez créer des nouvelles collections, vous pouvez supprimer des collections, vous pouvez dépublier, publier des collections, vous pouvez ajouter, retirer des rapports dans les collections existantes, etc., etc. Pourquoi est-ce que je conseille de faire ça? Là, c'est la même logique que ce que je viens de vous expliquer. Ça vous permet d'avoir vraiment un accès rapide aux informations qui sont clés pour vous et d'avoir peut-être moins de bruit. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez un site de lead generation, donc de génération de leads, ou un site d'information, un blog, un site d'information. Vous n'avez pas besoin de la section monétisation, le thème monétisation. C'est pas utile. C'est pas utile pour vous. Vous pourriez le retirer. Donc vous voyez ce genre de choses. Et puis vous pourrez rajouter peut-être des rapports qui sont plus utiles pour vous. Voilà. Donc ça c'est l'option 1, c'est ce que je viens d'expliquer ici. L'option 2, c'est les explorations. Les explorations, c'est un type de rapport. Il y a une section explorer à gauche dans votre navigation principale dans GA4 qui vous permet d'accéder à ces rapports-là. C'est des rapports qui vous permettent de creuser beaucoup plus profond dans les données, parce que vous pouvez vraiment ajouter plusieurs dimensions dans un rapport, appliquer des filtres, des segments, etc., etc. Et vous pouvez réutiliser ces explorations et vous pouvez utiliser plusieurs types, ce qu'on appelle des techniques. Les techniques, ça vous permet de faire des types d'analyses qui sont variés. Donc ce type de rapport est très intéressant parce que justement il permet d'aller au-delà du simple tableau, le simple tableau qui nous liste des données. Je vous donne un exemple. Moi, l'une des explorations que j'adore, c'est l'exploration entonnoir, parce que ça permet de créer un entonnoir funnel qui nous permet de voir si les gens passent d'une étape à l'autre, et on peut entièrement personnaliser l'entonnoir en question, et on peut créer des étapes basées sur différents critères, comme par exemple une page, un événement, et on peut même mélanger les types de critères, ce qui est vraiment très intéressant. Donc voilà, ça vous permet vraiment de faire des analyses beaucoup plus poussées sur des questions bien précises. Donc les explorations sont très intéressantes. Ce que je mentionne ici, c'est qu'on peut réutiliser les explorations, c'est penser pour, c'est-à-dire que dans la section explorer, quand vous créez une exploration, vous allez la retrouver après dans cette section-là. L'exploration que vous avez créée, on peut même partager les explorations en lecture seule, malheureusement. Voilà, donc ça c'est l'option 2. L'option 3, c'est Looker Studio. Pour les personnes qui ne connaissent pas Looker Studio, il y a quelques personnes qui ont mentionné qu'ils l'utilisaient. Looker Studio, c'est une solution gratuite proposée par Google, qui permet de faire des tableaux de bord et qui se connecte en fait à GA4 très simplement. Et l'intérêt, c'est que ça vous permet de passer outre la complexité technique, par exemple de créer une exploration, c'est une chose qui est pas super simple, et ça vous permet de créer un tableau de bord. Un tableau de bord, c'est ce que le nom indique, c'est que c'est une manière, un endroit où on retrouve les informations qui sont clés pour nous, comme un tableau de bord d'automobile, et on peut le partager, on peut le télécharger en PDF, etc., etc. Donc c'est une solution très intéressante parce que ça vous permet de construire vos propres collections de métriques qui sont importantes pour vous et de les retrouver facilement et de les réutiliser et d'y avoir accès
simplement. Donc c'est une solution qui est très intéressante pour l'analyse de données parce que ça simplifie, on va dire, le processus pour accéder à la donnée. Chose qui est pas nécessairement simple, comme je l'ai mentionné dans le cas de GA4. Donc c'est pour ça que moi je conseille l'utilisation de Looker Studio. Malheureusement, il y a des petites contraintes, des petites restrictions, mais c'est une solution intéressante. Oui, c'est une solution que ma partenaire d'affaires et femme, Myriam Gessier, qui est ici en photo, qui est également formatrice chez Isarta en passant. Elle propose des formations SEO notamment. Elle privilégie cette solution-là parce que c'est une solution qui est simple et nos clients généralement l'aiment beaucoup aussi puisque ça permet de simplement accéder à la donnée. Donc vous voyez, même s'il mentionne que elle aime beaucoup utiliser les tableaux de bord Looker Studio parce qu'on peut les partager de manière efficace. On peut même les envoyer un courriel, par exemple, automatisé tous les mois, par exemple, à son supérieur, quelque chose comme ça. Et ça permet d'organiser la donnée aussi et de soigner la présentation aussi des chiffres parce que ça c'est quelque chose qui est très important dans l'analyse, organiser l'information, soigner la présentation. Il y a beaucoup d'analystes qui ont fait des tests, etc. Il y a beaucoup d'études qui montrent que la manière avec laquelle la donnée est montrée et présentée a une grosse importance sur comment on est capable de la lire et de l'interpréter. Donc c'est quelque chose qui est important à prendre en considération quand on pense à l'analyse de données. Voilà. Oui, et vous avez eu PS, Myriam déteste l'interface de GA4, et je vous confirme que c'est pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas comment l'outil est structuré. Mais bon, moi je trouve qu'on peut contourner ces problèmes-là. Mais voilà. Bon, par contre, je tiens à rassurer tout le monde ici présent, parce que quand je vous explique tout ça, bah vous dites peut-être mais il va falloir faire des explorations, des tableaux de bord. Je sais pas comment faire ça, c'est compliqué, etc. Ça prend du temps. Bon, déjà, je vous le dis, nos formations vous aident à au moins commencer le processus avec des bonnes pratiques. Donc, je vous invite à les suivre si vous êtes intéressé. Mais aussi, ce que je tiens à vous mentionner, c'est que les rapports standards répondent à beaucoup de questions déjà. Il y a beaucoup d'informations qui sont déjà disponibles dans les rapports standards. Quand vous changez les dimensions par défaut, quand vous personnalisez les rapports, quand vous jouez avec les collections, déjà, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Donc déjà, si vous attaquez à cette partie-là, vous avez accès déjà à beaucoup d'informations clés. Je Oui. t'interromps juste un instant, Augustin. Oui. En fin de compte, il y a 2-3 questions. Déjà, la question d'Audrey, elle voulait savoir en fin de compte s'il y allait avoir des exemples visuels. Donc, je te laisse y répondre. Si c'est ici ou bien plutôt dans les formations. Alors, si on a le temps aujourd'hui, je peux vous montrer quelques exemples. Mais autrement, ça sera dans les formations, effectivement. Isabelle. Parfait. Il y a également une question de Kim. Je ne sais pas si tu vois les questions. Oui, je vois. Oui, ok. Sinon, je peux te la lire, il n'y a pas de problème. Je... Si je n'ai pas d'expérience avec l'ancienne interface, est-ce une bonne chose? Alors, c'est une bonne question. J'ai envie de dire que oui. Parce que vous partez pas avec l'handicap d'être habitué à Universal Analytics. Bon, l'inconvénient, c'est qu'évidemment, vous partez de zéro. Donc, vous avez à apprendre à utiliser l'outil, mais vous n'avez pas les réflexes, on va dire, qui venaient avec la version précédente. Et Isabelle, il y avait donc la question de Lucie, je peux la lire. Est-ce que le Looker Studio est disponible comme l'était Data Studio? Il semble que ce soit payant. Non, c'est gratuit, Lucie. Looker Studio est gratuit avec GA4. Par contre, il y a des limitations. En fait, Google a appliqué des quotas en termes de données qu'on peut importer et utiliser dans un Looker Studio, mais ça reste utilisable et c'est gratuit. Il y a pas, c'est pas une solution payante Looker Studio. Voilà. Merci. Parfait. Donc oui, Isabelle, je vais garder un œil sur l'onglet audience pour voir s'il y a des questions. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir mentionné ça. Voilà, bon, donc je l'ai déjà mentionné ici, on peut modifier des collections donc si on a le temps, je vous montrerai des exemples plus précis. Oui, donc comme je vous l'ai mentionné, les collections qui sont disponibles par défaut, les collections items qui sont fournies par défaut et les rapports qui sont dedans répondent à beaucoup de questions. Cependant, il y a des fois des rapports dont on n'a pas besoin, il y a des fois des informations qui nous manquent, parfois on peut ajouter des rapports standards que nous on peut créer pour compléter un petit peu. Des fois, les rapports standards ne répondront pas à la question aussi. Par exemple, si vous voulez créer un entonnoir, à moins que ça soit des entonnoirs e-commerce, puisque Google en a ajouté récemment dans GA4, vous allez devoir les créer dans vos explorations, comme j'ai dit, etc., etc. Donc, ça peut demander du paramétrage, tout ça. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez catégoriser tout ça comme on l'a déjà mentionné.
Quelques petites indications sur la formation dont je vous parle un petit peu, qu'on propose concernant l'analyse de données. Dans cette formation-là, on va regarder comment justement personnaliser les rapports standards, comment créer des rapports standards, et puis comment organiser, modifier, créer des collections et des thèmes dans les collections, et puis ajouter les rapports, etc. Et puis quelques cas pratiques, quelques exemples pratiques, comme par exemple, vous voyez ici, je vous mentionne les cas où quand on est spécialiste marketing côté client, qu'est-ce qu'on doit faire. On pourra également parler peut-être des cas des agences aussi. Les agences, c'est un petit peu plus complexe parce que ça peut dépendre un petit peu des besoins. Et puis quelques spécialités aussi, par exemple, quand on est en SEO, il y a quelques rapports qui sont peut-être plus utiles que d'autres. Quand on fait de la publicité, par exemple, des rapports campagne sont très importants aussi. Pour le contenu, il y a 2 rapports en particulier qui sont déjà disponibles dans l'interface qui sont très importants. C'est page et écran et page d'atterrissage, par exemple, landing page. Et puis si on est en e-commerce, il y a des rapports aussi. Voilà. Donc vous voyez, il y a des cas de figure comme ça qu'on regardera dans cette formation. Voilà, donc ce que je vous mentionnais, c'est que si vous voulez aller plus loin dans la donnée, si vous trouvez que les rapports standards, c'est pas suffisant, eh bien c'est les explorations, la solution. Et je vous mentionnerai même un cas encore plus complexe qu'on regardera même pas dans la formation qu'on propose chez Izerta parce que ça demanderait plusieurs formations a priori, qui est le cas Google BigQuery. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis désolé de les avoir outrepassées, mais j'ai un œil dessus maintenant. Donc les explorations, comme je l'ai mentionné, le côté un petit peu négatif des explorations, il y en a plusieurs. Hein. C'est que par exemple, on peut pas aller exploiter des données au-delà de 14 mois. On aura accès à 14 mois de données seulement. Et il faut avoir modifié le paramétrage par défaut, parce que par défaut, GA4 utilise 2 mois de rétention de données seulement. L'autre côté négatif, c'est que ça demande de l'apprentissage. C'est pas un outil facile à utiliser, les explorations, malheureusement. Mais ça nous permet, ce que j'aime bien les explorations, c'est que le nom est très parlant. C'est quelque chose qui nous permet de jouer avec les données. Je dis toujours que c'est une sorte de bac à sable, en fait. C'est pas un rapport fixe dans lequel les informations sont déjà paramétrées par défaut et on n'y touche plus. C'est quelque chose qui est amené à nous pousser à jouer, c'est ce que je mentionne, je crois, dans la diapositive un petit peu plus loin, mais à jouer avec les dimensions, avec les métriques, appliquer des filtres, etc. Et jouer avec, modifier les choses quand on a besoin. Mais on peut créer une exploration, par exemple, par défaut, et la modifier quand on en a besoin pour accéder à des informations précises. Donc c'est vraiment pensé pour ça. Donc je trouve que c'est une sorte d'entre-deux, Looker Studio et les rapports standards. C'est vraiment un entre-deux. Parce que ça nous permet de créer, de personnaliser les choses un petit peu plus simplement, plus efficacement. Simplement, c'est peut-être pas le terme, et d'avoir des visualisations variées, contrairement au rapport standard. Mais c'est aussi pensé pour beaucoup plus quelque chose qui est mouvant, qui bouge, quelque chose que vous allez modifier au fil du temps. Tandis que Looker Studio, c'est quand même pensé beaucoup plus comme un tableau de bord où on peut le modifier, mais c'est pensé plus comme quelque chose où vous allez de référence, quelque chose que vous allez vous référer, auquel vous allez vous référer. Voilà. Donc c'est pour ça que je mentionne ici, c'est idéal pour se lancer dans des tests et des analyses et utiliser des visualisations de données variées. Voilà. Et comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle des techniques. Les techniques, en fait, c'est différentes sortes d'analyses qu'on peut faire. Donc, par exemple, je vous mentionnais tout à l'heure l'exploration entonnoir, la funnel exploration en anglais. Il y a aussi l'exploration de chemin qui permet d'analyser des chemins de navigation à travers les sites internet. Il y en a d'autres, comme par exemple, une que j'adore, c'est, alors je me rappelle plus du nom en français, mais ça s'appelle segment overlap en anglais. Donc, c'est pour analyser à quel point des segments de votre audience sont similaires et non similaires aussi, par la même occasion. Donc, c'est particulièrement intéressant. Donc, c'est ce que je mentionne ici, il s'agit d'un bac à sable, mais pas seulement, parce que vous pouvez créer des analyses avec des outils comme des entonnoirs, etc., et vous pouvez les réutiliser. Donc, c'est pas nécessairement seulement un bac à sable où on peut jouer dedans. Vous pouvez réutiliser les choses. Moi, j'en utilise certains comme ça, où je le recharge, j'y touche pas nécessairement. Mais je trouve que l'intérêt premier des explorations, c'est vraiment le côté bac à sable. Donc, c'est particulièrement utile quand vous voulez vraiment rentrer dans le détail en termes d'analyse. Par exemple, comme l'exemple que je vous ai donné de l'analyse d'un événement comme celui File Download pour analyser quels sont les fichiers qui ont été téléchargés sur quelle page et quel lien a été cliqué, c'est très simple à faire dans une exploration, ce genre d'analyse, alors que ça sera pas possible de faire ça dans un rapport standard.
Donc quelques détails additionnels sur la formation. Donc ça vous permet, cette formation visera à bien connaître les données disponibles, parce que ça aussi c'est un enjeu, c'est que on n'a pas toujours conscience totalement de quelles sont les informations disponibles dans GA4, et aussi quelles sont les informations qu'il faut utiliser dans certaines circonstances. Donc comprendre les visualisations, les graphiques à utiliser, etc., etc. Et avoir une méthode d'analyse un petit peu plus poussée. Donc Looker Studio, on en a déjà parlé. C'est un outil donc très utile pour créer des tableaux de bord. Donc c'est gratuit comme on l'a mentionné tout à l'heure et c'est utilisable avec GA4. Par contre, pour les gens qui avaient déjà un Looker Studio en place, et c'est peut-être le cas de Lucie, c'est il faut que vous, en fait, Google n'a pas créé une migration complète de Universalities vers GA4 pour Looker Studio. C'est-à-dire qu'il faut ajouter ce qu'on appelle une source de données. Il faut ajouter une source de données GA4 à votre tableau de bord existant. Et il va falloir rajouter les données qui viennent de ces sources de données. Donc ça va pas remplacer ce que vous aviez déjà d'existant. Il va falloir rajouter ce que vous voulez ajouter de GA4. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant que Universalities existait encore, on pouvait avoir des données Universalities et GA4 dans un tableau de bord. Les deux pouvaient être ensemble. Bon, actuellement, je vous conseille pas de faire ça parce que Universalities est discontinué. Mais voilà, on avait cette possibilité-là. Oui, Lucie, c'est probablement ça ton problème, c'est que tu dois ajouter la source de données a priori qui te manque. Donc ça peut ressembler à ça, comme dans cette capture d'écran, on voit ici. Donc on peut ajouter on peut sélectionner des dates, on peut ajouter des filtres de données, etc. On peut même brander. Moi, c'est ça que j'aime bien faire, des tableaux de bord pour une marque. Et on peut, comme je vous l'ai dit, le partager simplement, etc., etc. Donc c'est vraiment très utile, je trouve, pour l'analyse. Voilà. Bon, je pense que j'en ai déjà parlé par rapport à ça. Donc ça, on en a déjà parlé un petit peu. Oui, on regardera dans cette formation-là concernant l'analyse de données comment assez rapidement, puisque c'est pas le sujet principal, hein, mais on regardera comment créer un tableau de bord justement avec GA4 et créer des champs. On peut créer des champs personnalisés. Ça, c'est vraiment super intéressant, ce qu'on appelle des champs calculés, quelque chose qu'on sera capable de faire dans GA4 bientôt. C'est en cours d'ajout par Google, mais c'est très utile pour créer nos propres métriques potentiellement et ajouter des filtres aussi pour s'assurer d'avoir des données propres et aussi accéder à l'information dont on a besoin spécifiquement, etc., etc. Bon, je me dois aussi de mentionner quand même, puisque on parle d'analyse de données, si vous voulez aller encore plus loin, si les options qu'on vient de mentionner concernant l'analyse de données vous conviennent pas, ce qui est à mon avis, en passant ce que je vous ai mentionné, les trois options ne sont pas suffisantes. Moi, je pense qu'elles seront suffisantes dans 95% des cas. Mais si vous voulez aller encore plus loin, il y a une option qui s'appelle Google BigQuery, qui est une option super intéressante, parce que Google BigQuery, c'est une solution externe à Google Analytics qui nous permet en fait de stocker nos données GA4 à l'extérieur de GA4. Donc c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que je vous mentionne les avantages ici, ça permet de sortir des données de GA4 hors de GA4 et d'en faire ce qu'on veut. On peut mélanger des sources de données tierces, comme par exemple des CRM, Google Search Console, etc. On peut aussi faire des opérations de données, des modifications de données, donc par exemple nos propres calculs, etc., etc. Et en plus, il y a moins de limitations dans BigQuery. Et GA4 permet un export quotidien, en fait, gratuit de vos données. C'est pas rétroactif, par contre. Mais ce qui est intéressant avec la version 4 de Google Analytics, c'est que c'est gratuit. Dans Universal Analytics, c'était une solution qui était proposée seulement aux clients payants, la version 362 de Google Analytics. Donc c'est quelque chose que Google a ouvert, ce qui est quand même super intéressant. Alors, quelques désavantages, il y en a malheureusement. Si c'était aussi parfait que ça, vous vous doutez que tout le monde utiliserait ça, et je vous aurais dit dès le début, utilisez ça, parce que ça vous permet vraiment d'accéder à la donnée pure en fait de GA4. C'est l'un des avantages que j'ai oublié de mentionner en passant. C'est qu'il n'y a pas d'échantillonnage, il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de cardinalité au niveau des données, donc les données sont pures. Il n'y a pas de manipulation des données qui a été faite du côté de GA4, ce qui, dans le cas de l'interface de Google Analytics, est malheureusement impacté. Par contre, les désavantages, c'est que ça a un coût. Il y a des coûts. Si vous commencez à stocker beaucoup de données et faire des requêtes, beaucoup de requêtes pour accéder à ces données, Google vous facture à la quantité de données stockées dans un projet et au nombre de requêtes que vous faites. Enfin, c'est pas au nombre, c'est à
à la quantité de données qui est traitée dans vos requêtes. Et le deuxième désavantage est lié à ce que je viens de vous mentionner. Et ça, c'est le plus gros désavantage, c'est que Google BigQuery est utilisable avec du SQL. Donc, avec des requêtes SQL. Ce qui fait que si vous ne savez pas utiliser, si vous n'avez pas des ressources SQL à portée de main, vous serez pas capable de faire grand chose avec BigQuery, malheureusement. Donc, c'est la grosse limitation. C'est que c'est pas forcément très démocratique à cause de ça. Il faut avoir mais si vous êtes capable d'utiliser du BigQuery, par contre, c'est très intéressant. Voilà. Alors, j'ai quelques exemples. Je peux peut-être vous montrer l'interface pour ça. Isabelle, est-ce que je peux partager mon écran pour un petit exemple? Oui, je vais voilà, parfait. Tu devrais partager. Excellent. Donc, juste un instant, je vais ouvrir Google Analytics pour vous montrer ça. J'avais quelques petits cas concrets que je comptais vous montrer justement si on avait le temps. Isabelle, je pense qu'on a jusqu'à 45, 50, c'est ça? Oui, exactement. Parfait. Donc, je vais essayer de rester avec les 5 minutes qui nous restent. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce qu'il nous reste un petit 5 minutes. Donc, je garde un œil sur ça. Et puis, je vais vous montrer, je partage mon écran tout de suite. Et je vais vous montrer dans l'interface. Donc, on avait plusieurs cas de figure. Le premier, c'était, je veux analyser les performances de mes campagnes. Comment est-ce que je fais ça? La bonne nouvelle, c'est que, vous voyez, je vous mentionne ici que les rapports standards peuvent faire l'affaire. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, dans la section rapport, alors je suis désolé, j'ai l'interface en anglais. Je peux la passer en français, si c'est un problème, faites-moi signe dans le chat, mais ça prend quelques secondes, c'est pour ça que je vais pas perdre de temps à changer attendez, je peux le faire très rapidement, peut-être ça va déranger quelqu'un. Juste un instant, il faut que je change ça. Zut, quelque chose que je pouvais faire très simplement avant, mais je peux plus le faire. Écoutez, je vais garder ça en anglais, si ça vous dérange pas. Donc, dans la section rapport ici, vous avez donc la collection Life Cycle, cycle de vie. Donc, en fait, c'est le nom de cette collection. Et puis, il y a le thème acquisition ici. Et bon, moi, j'ai rajouté un rapport, vous voyez ici. Donc, j'ai modifié la collection Life Cycle. J'ai rajouté mon propre rapport qui s'appelle campagne. Mais la bonne nouvelle, c'est que, par exemple, si vous allez dans le rapport acquisition de trafic ici, vous avez déjà les campagnes. Sauf que vous les avez pas par défaut. Il faut changer la dimension primaire, comme je vous le mentionnais tout à l'heure. Vous devez cliquer sur la dimension qui est ici par défaut, qui sont les canaux de la session. Et vous choisissez campagne de la session. Et là, vous allez accéder à vos campagnes. Donc, le concept de campagne dans GA4, il est assez vaste. C'est-à-dire que ça va inclure vos campagnes Google Ads, si vous en faites. Et ça va inclure tout ce que vous balisez avec des UTM. Donc, dans mon cas, j'ai pas vraiment de campagne. Et ce qui est entre parenthèses, c'est pas vraiment des campagnes. Google inclut tout le trafic, en fait, dans ce rapport-là. C'est pour ça qu'on voit, entre parenthèses, des choses. Mais ici, vous avez déjà la question de comment mes campagnes performent dans ce rapport-là. Vous êtes capable de voir le nombre d'utilisateurs, le nombre de sessions, à quel point les sessions en question étaient engagées, combien de temps les gens qui venaient de ces campagnes-là ont passé sur le site, quels sont les événements qu'ils ont déclenchés. Ça vous permet de savoir un petit peu quel type d'interaction ils ont eu avec votre site internet, et puis quelle conversion ils ont déclenché si vous en avez en place, et même votre taux de conversion si vous l'avez mis en place. Le taux de conversion, il a fallu que je le rajoute. J'ai dû personnaliser le rapport en question. Voilà, donc ça c'était la première question. La deuxième question que j'avais en exemple, c'était quelles sont les pages les plus consultées? Et puis comment les gens quel est le niveau d'engagement dans les campagnes? Alors, juste un instant, je vais passer dans un compte démo pour ça, parce que ça sera un petit peu plus intéressant que dans mon compte à moi. Donc, la bonne nouvelle, c'est que cette question-là aussi, on peut y répondre dans un rapport standard. Donc, si on va dans la section rapport, et vous allez voir, c'est très simple. Vous allez dans la section rapport, et vous allez dans la section Lifecycle Engagement, et vous ouvrez le rapport page et écran, celui-là. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, ce rapport-là est très important. Donc, ici, bien entendu, vous choisissez vos dates ici, hein. Ici, vous avez l'information de quelles sont les pages qui sont les plus consultées. C'est classé par vue. Vue, c'est le nombre de fois la page a été ouverte ou réouverte si la personne a rechargé dans son navigateur. Si vous avez une application qui est connectée à votre flux de données, à votre propriété GA4, vous aurez aussi les écrans ici. C'est pour ça qu'on parle de vue, on parle pas de page vue. C'est que ça inclut les écrans aussi. Et vous pouvez classer par le nombre d'utilisateurs aussi qui ont consulté la page. Vous pouvez voir le taux de rebond, c'est moi qui l'ai ajouté, le taux de rebond. Le temps passé sur la page en moyenne. Les événements déclenchés, ça c'est super intéressant. Par exemple, je vous donne un exemple. Si on veut voir à quel point les gens vont en bas de la page, ici, je vais choisir l'événement scroll, ici, qui est un événement qui est automatiquement collecté par GA4. Et vous voyez cette page-là?
Alors, ça n'a pas changé de compte. Je vous avertis, mes données sont bizarres ici. Donc, on va regarder celle-là, par exemple. Cette page-là, elle a été consultée 153 fois et 23 fois, un utilisateur est descendu en bas de la page. Donc, ça nous indique que 2 fois sur 153, sur 1.5, on va dire, sur 15, pardon, 2 fois sur 15, les gens qui consultent cette page-là arrivent tout en bas de la page. À savoir que cette page-là est très longue, je crois. Donc, ça pourrait expliquer ça. Voilà, donc vous voyez, c'est le type d'analyse qu'on peut faire ici dans ce rapport-là qui est très utile. On peut voir aussi les conversions qui ont été déclenchées sur la page, le taux de conversion, etc. etc. Bon, on peut peut-être terminer avec cet exemple-là, puisqu'il nous reste 2-3 minutes. Si vous avez des questions, allez-y, hein, puisque je vais prioriser les questions. Mais je peux vous montrer le cas du téléchargement de fichiers, par exemple. Alors, j'aimerais bien passer dans le compte démo de Google, s'il me le laisse faire. Je pense que ça, il faut juste que je rafraîchisse la page. Donc, je veux analyser les fichiers qui ont été téléchargés sur mon site. Ok. Donc pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je vous conseille vivement d'utiliser une exploration parce que ça va vous permettre de rentrer dans le détail. Alors je ne sais pas pourquoi Google ne me laisse pas passer dans le compte démo. Je vais y arriver. Erreur interne, on s'en moque. Ok, ça fonctionne. Donc je vais dans la section explorer. Je vais créer une exploration vide ici. Et vous allez voir les manipulations. Je vais ajouter mes dimensions. Donc, dans le cas de téléchargement du fichier, je vais ajouter peut-être la page. Je vais aller vite hein, parce que je vois qu'il est 45. Je vais prendre le... Alors, il y a des dimensions liées au fichier. File extension, file name, par exemple. Je vais juste vous montrer ça. Et puis, je veux voir le nombre de fois où ça a été déclenché, cet événement-là. Donc, je vais choisir event count ici. Bon. Donc, ici, dans les lignes, je rajoute les dimensions que je vais utiliser. Je vais juste utiliser pour l'instant nom du fichier. Et dans les valeurs, je vais ajouter la métrique que je veux utiliser. Là, ça sera le nombre de fois où l'événement a été déclenché. Alors, dans leur cas, il semblerait qu'ils n'ont pas de téléchargement de fichiers. Donc, c'est un exemple un petit peu inutile. Je suis vraiment désolé. Mais s'il y avait eu des téléchargements de fichiers, on les aurait vus ici. On voit ici aucune valeur. Pourquoi? Parce que ici, ça affiche tous les événements, et incluant des événements qui ne sont pas de téléchargement de fichiers. Si je veux juste voir le téléchargement de fichiers, je vais ajouter un filtre ici. Et je vais dire, alors il faut que je rajoute une dimension aussi, une dimension qui s'appelle event name, nom de l'événement. Ça me permet de filtrer avec le nom de l'événement. Et je vais rajouter un filtre avec le nom de l'événement. Je vais dire, nom de l'événement est égal à file download. C'est l'événement qui nous permet de voir les téléchargements de fichiers. Et vous voyez, dans leur cas, il n'y a rien, ce qui m'indique qu'ils n'ont pas de téléchargement de fichiers. Lucie, tu indiques avant il y avait chaque étape du checkout avec les drops. Alors maintenant, Google l'a rajouté récemment. Je sais pas si tu as vu, Lucie. Si tu vas dans la section rapport. Alors peut-être que c'est pas présent dans ta propriété, mais si tu vas dans monétisation ici, tu vois, ici il y a purchase journey et checkout journey. Donc en français, je supposerais que c'est comportement d'achat et comportement de checkout, quelque chose dans ce genre-là. Et les entonnoirs qu'on avait dans Universal Analytics ont été rajoutés. On peut les créer dans les explorations, mais on a de nouveau les entonnoirs ici. Donc Google a rajouté ça très récemment. Si tu ne les vois pas, Lucie, il faut personnaliser sans doute les collections en question. Marc, quelle est l'utilité concrète des signaux de suivi dans GA4 Isabelle, on pourra finir avec ça. Quelle est l'utilité concrète des signaux de suivi dans GA4 et en quoi peuvent-ils être utiles ou non si nous désirons être le plus conforme possible? Alors, je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire par les signaux de suivi dans GA4. Est-ce que tu peux préciser, Marc? Alors, il y a un petit délai de 5 secondes hein, avec le stream. Donc, on va lui laisser le temps de préciser. Moi, entre-temps, je vais tout simplement... Est-ce que tu as terminé avec ton partage d'écran? Oui. Oui, parfait. Donc... mais il y a toujours ton partage, par contre. Ok, alors attends. Hop. Non, merci. Donc, simplement, Marc dit les options avancées. Je suis pas sûr de savoir ce que tu veux dire, Marc, par les options avancées. Concernant la loi 25 et la loi RGPD, ce qui est clé à garder en tête, c'est que votre système de demande de consentement doit bien entendu ne pas déclencher Google Analytics si la personne refuse.
En fait, c'est un petit peu plus compliqué ça. Vous devez normalement avoir un système qui communique à Google Analytics si la personne a accepté ou pas. Je vous réfère à la documentation de Google Analytics. Il y a une documentation, cherchez dans Google Analytics 4, consentement. Vous allez voir qu'il y a une documentation qui explique comment faire ça. Mais votre solution de demande de consentement doit envoyer l'information à Google Analytics. Est-ce que la personne a accepté ou pas? Si la personne a refusé, GA4 n'écoutera pas ce qui va se passer. Il va effectivement, c'est peut-être ça à laquelle tu fais référence, Marc, il va utiliser ce qu'on appelle des signaux. C'est-à-dire que Google va être capable d'avoir quelques indications sur ce que l'utilisateur a fait, mais il n'est pas censé stocker de données dessus. Par contre, il y a l'intelligence artificielle qui peut, dépendamment de si votre propriété le permet, va être capable de modéliser des données pour avoir des données artificielles pour combler les données manquantes liées au fait qu'il y a des gens qui ne donnent pas leur consentement. Marc, malheureusement, j'aurais pas le temps de répondre à ta question en détail, mais Isabelle, je te laisse la parole. Je suis désolé. D'accord. Donc, merci beaucoup, Augustin. Donc, c'est ça. En fin de compte, si vous voulez aller plus loin, nous, on va ajouter cette formation-là. Donc, l'analyse de GA4 sous peu. Vous serez au courant. On vous enverra un courriel. Et puis, en attendant, vous pouvez toujours vous inscrire aux formations d'Augustin. Donc, il y a GA4 les bases le 15 novembre. GA4 intermédiaire et avancé le 22 novembre et puis également Tag Manager, donc les bases le 28 novembre et intermédiaire avancé le 30 novembre. Donc je vous invite à vous inscrire directement sur notre site internet. Vous avez en fin de compte le lien dans le chat. Alors on te remercie beaucoup Augustin, ça a été très intéressant. Donc et on vous remercie. On vous remercie également de votre présence. Alors, j'espère que ça a été enrichissant pour vous. Nous, on se donne rendez-vous le 17 novembre où il sera question de stratégie médias sociaux pour le prochain Midi Express. Alors, merci à tous et puis bonne fin de semaine. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci, bye bye.